C'est un garçon, monsieur Schubert. Un gros garçon. Encore un. Voyons mon registre. Là. Aujourd'hui, 31 janvier 1797, naissance d'un fils prénommé Franz. Oui, il est bien obligé de tenir un registre des naissances, l'instituteur Schubert, car il n'aura pas moins de 19 enfants durant sa vie. Ainsi, lorsqu'un garçon de plus vient au monde, dans ce faubourg de Vienne où il vit avec sa famille, c'est avec le sang-froid d'un vieil habitué qu'il accueille le nouvel arrivant. Il ne se doute pas que celui-ci attachera le sceau de l'immortalité au nom de Schubert. Un jour, son père, d'ordinaire assez distant, l'appelle auprès de lui. Franz, j'ai pris une décision quant à ton avenir. Tu auras le plus beau métier du monde, tu seras instituteur, comme moi et comme tes frères. Tous les Schubert sont-ils nés pour être instituteurs, mon père? Bien sûr. Sinon, pourquoi voudrais-tu qu'ils fussent nés, mon garçon? Mais les Schubert sont aussi viennois, c'est-à-dire qu'ils sentent couler dans leurs veines les effluves d'un printemps éternel. Oui, tu es trop jeune pour comprendre. En attendant, tu vas te mettre à la musique. Moi, je t'enseignerai le violon et ton frère Ignace le piano. La musique est un agréable passe-temps, tu verras. Il ne pouvait prévoir, le père Schubert, que ce passe-temps deviendrait la raison de vivre de son fils. Avec quelle surprise ravie cet enfant de 6 ans entre-t-il dans ce nouvel univers fait de sonorités et d'expressions toutes fraîches. C'est un conte de fées qui ne finit pas. Les notes dansent dans la tête de Franz comme des lutins malicieux. Un jour que son frère Ignace s'efforce de lui enseigner ce qu'il a deviné déjà depuis longtemps, Franz l'interrompt. Non, mon pauvre Ignace, ne te donne pas tant de peine pour m'apprendre. La musique, elle est en moi, tu comprends, et je suis née avec elle. Tiens, écoute. Mais c'est merveilleux, Franz. Tu joues Mozart comme je n'ai jamais su le jouer. Tu es un maître qui me dépasse de beaucoup. Les années passent. En 1808, une place d'enfant de chœur est vacante à la chapelle impériale. Franz, qui possède une voix ravissante, l'obtient de haute lutte, ainsi que la bourse d'élève au collège de la ville, qui est le privilège de la fonction. À 11 ans, le petit Franz se sépare pour la première fois de sa famille. Il le fait le cœur gros, mais l'esprit avide de connaître l'existence nouvelle qui s'ouvre devant lui. Adieu, Franz. Surtout, profite de la chance que tu as. Étudie avec sérieux. N'oublie pas ton destin d'instituteur. Je n'aurais garde de l'oublier, mon père. Mais j'ai tout de même le temps d'y penser plus tard, n'est-ce pas? Pour l'instant, tous les trésors de la musique me sont offerts. Mozart, Beethoven, Haydn. Ah, mon père, avec quelle ferveur je vais étudier. Vous allez être fier de votre petit Franz. C'est bien, mon fils, c'est bien. Mais n'oublie pas, la musique n'est qu'un passe-temps. Je te défends de t'y consacrer. C'est au collège que vont naître ces amitiés qui seront l'unique richesse de la vie de Schubert. Parmi les jeunes gens élégants et frivoles qui recherchent comme par instinct l'affection et la présence de cet enfant taciturne et génial, il y a surtout Joseph von Spaun, son aîné de 9 ans, qui sera l'ami et le confident de toute la vie de Schubert. Joseph, es-tu capable de garder un secret? Tu sais combien j'admire Mozart et Beethoven. Je sais. Dans le petit orchestre que nous avons formé, tu es le seul à bien les servir. Tu joues ta partie de violon comme si tu étais dans un autre monde. Tu joues, et à mesure que tu joues, tu gagnes le ciel. Crois-tu que le pauvre mortel que je suis puisse comprendre l'un de tes secrets, mon cher génie? Oh, ne te moque pas, Joseph. Je ne suis pas fière de mon secret. J'ai composé quelques pièces pour piano. Oui, j'ai osé.
et je voudrais te les faire entendre. Mais c'est merveilleux, Franz, merveilleux. Allez, vite, mets-toi au piano. Le voici donc engagé sur cette voie qui va le conduire à l'immortalité. Pour l'heure, il n'y fait que quelques pas timides, mais qui suffisent à plonger son père dans une violente colère. Ce petit fripon néglige ses études. Il ne pense qu'à la musique. Mais si c'était là son destin. Son destin, c'est moi qui m'en charge. Tant qu'il se permettra de composer de la musique, il ne remettra plus les pieds ici. La rigueur de cette décision ébranle fortement le jeune Franz. Il ne s'en précipite que davantage vers ce rêve musical qui le possède tout entier. Joseph n'a pas gardé le secret de Schubert, et tout le monde au collège sait maintenant que Franz a en lui l'étoffe d'un grand compositeur. Sa réputation grandit de plus en plus parmi ses condisciples, et son père lui-même finit par consentir à lever l'anathème. Bien mieux, avec 2 de ses fils et Franz lui-même, il interprète les premiers quatuors que Franz compose. Étrange tableau familial que ces séances de musique où le plus jeune fait très vite figure de maître. Non, monsieur mon père. C'est la 2e fois que vous vous trompez à ce passage. C'est ma foi vrai. Mais ta musique est diablement compliquée. Mais ma musique est au contraire toute de simplicité. Un peu plus d'attention, je vous prie. Reprenons. Nous sommes maintenant en 1814. Il a 17 ans. Et les premiers chefs-d'œuvre vont naître sous le souffle de son inspiration. Il y a d'abord une messe en fa, puis surtout cette Marguerite au rouet qui marque de son signe le destin musical de Schubert, car il rencontre la forme d'expression qui va le mieux convenir à son art, le Lied. Quand il découvre ce poème de Goethe, Franz est bouleversé. Ah, sa grande allure, son noble visage, le sourire de ses lèvres, le pouvoir de ses yeux, le flot merveilleux de sa parole, la pression de sa main, et puis, hélas, son baiser. Si Schubert traduit en musique avec autant de flamme la tendresse du poète, c'est que son propre cœur a vu naître un sentiment qui le ravit et le bouleverse. Parmi les choristes de l'église où sa messe en fa fut chantée, il y avait une jeune fille. Elle s'appelle Thérèse Grobe. Elle n'est sans doute pas belle, mais il y a une telle pureté dans sa voix quand elle chante que Franz l'associe à l'extase céleste qu'il ressent. Bientôt, il croit que ses sentiments sont partagés. Thérèse, vous verrez, ma musique nous ouvrira les portes du bonheur. Nous nous marierons. Oh, c'est mon vœu le plus cher, Franz. Mais de quoi vivrons-nous? J'ai su que l'école normale de Laibach cherchait un maître de musique. Elle offre 480 gulden par an. La fortune, Thérèse. Le jeune homme n'obtint pas le poste. Thérèse attendit 3 ans, puis persuadée que Schubert ne se ferait jamais une place au soleil, elle se maria avec un ouvrier boulanger. Cependant, voici 1815, l'année la plus féconde dans la vie musicale de Schubert. C'est encore au fidèle Joseph von Spaun qu'il confie son état d'âme. Joseph, j'ai découvert un poème de Goethe que je ne connaissais pas. Le roi des zones. C'est sublime.
C'est un univers de résonance, de frémissement. Il faut que je mette ce chef-d'œuvre en musique. En 1817, Joseph envoie à Goethe la ballade du roi des aulnes, mais Goethe ne répond pas. Un autre ami, Schober, obtient cependant que Michel Vogel, le grand chanteur d'opéra de l'époque, vienne écouter les lieder de Schubert. Wir kauken und scherzen hinab und empor, gleich hirenden Katzen im dunstigen Moor. O Herz, dessen Zauber zur Marter uns ward, du rufst nun im Tauber Verdumpfung erstarrt. Tief bargst du im düstern Gemach unser Weh. Wir Glücklichen flüstern dir fröhlich Ade. Tief bargst du im düstern Gemach unser Weh. Wir Glücklichen flüstern dir fröhlich Ade. La musique de Franz n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Mais pour l'heure, Franz s'abandonne à l'insouciance de vivre à Vienne, et sa musique reflète parfois les images d'un romantisme précurseur. Joseph, j'en ai assez de cette existence de reclus. J'ai 20 ans. Je veux être libre. Enfin libre. Oui, mais comment vivras-tu, homme libre? Je vais donner des leçons. Tiens, lis cette lettre. C'est un seigneur hongrois, le comte Esterházy. Il a besoin d'un professeur pour instruire ses filles. Je pars pour son château de Tselech. Là-bas, je vais pouvoir faire de la musique jusqu'à en être ivre. En effet, la plaine hongroise va inspirer à Schubert des images sonores ravissantes. C'est qu'à Tselech, non seulement il se retrouve au contact de la nature, mais aussi il y a Caroline, l'une des filles du comte, l'une de ses deux élèves. Et son sourire éveille dans le cœur du timide Schubert un trouble indéfinissable. Alors, monsieur Schubert, cette inspiration. Laborieuse, mademoiselle Caroline. Mon inspiration s'élance d'abord dans un sentier au parfum grisant, et soudain, elle arrive au pied d'une montagne. Eh bien, franchissez la montagne, monsieur Schubert. N'avez-vous point le pied assez sûr? C'est l'audace qui me manque, mademoiselle Caroline. Elle m'a toujours manqué. Oh, c'est un grave défaut. Il faut oser. Ce qui est impossible est parfois plus près de nous que nous le supposions. Parfois je le pense, mademoiselle Caroline. Et les rêves de mon cœur montent jusqu'à mes lèvres. Mais ils ne les franchissent jamais. Ils s'arrêtent là. C'est peut-être mon destin de laisser mourir mes rêves au fond de moi. Eh bien, tant pis, mon pauvre monsieur Schubert. N'en parlons plus. Parlons plutôt de votre musique. Qu'avez-vous composé ce matin? Oh, rien. Presque rien, mademoiselle. Une petite marche. C'est pour vous que je l'ai écrite. En pensant à vous. Oui, cette marche, c'est celle qu'on appellera plus tard la marche militaire, et que Franz écrivait dans une euphorie née de la présence de Caroline. Mais si sa musique était martiale, Franz, nous le savons, ne l'était pas. Jamais il ne dira à Caroline le nom de son trouble. D'ailleurs, Vienne et ses amis manquent très vite au jeune musicien. Et celui-ci manque tout autant à ses amis. À peine a-t-il regagné la capitale qu'il est entraîné dans une ronde folle où la jeunesse insouciante se donne libre cours. Que ce soit dans l'arrière-salle d'une brasserie ou en promenade sur les bords du Danube, il est le centre d'attraction de ces jeunes gens bruyants qui fument la pipe et font une effrayante consommation de bière.
Schubert, une chanson! Une chanson, Schubert! Une chanson! Allez, Franz, ne te fais pas prier, tu es le seul d'entre nous à ne pas chanter faux. Écoutez-moi bien. Si toutefois à cette heure de la nuit, vous êtes encore en état de comprendre quelque chose. Oui, parle, parle! Savez-vous que vous avez devant vous un ancien enfant de chœur de la Sainte-Chapelle? Bravo, j'adore les enfants de chœur. Silence! Et vous voudriez que ma gorge, habituée à ne proférer des sons qu'en des lieux sacrés, acceptât de pousser la chansonnette pour un parterre de vauriens dans l'arrière-salle d'un bouge? Jamais! Elle s'en noue d'indignation. Elle se prolongeait fort tard dans la nuit, ces joyeuses libations, et elles se renouvelaient de plus en plus fréquemment. Elles finirent même par recevoir un nom, on les appela les Schubertiades. Mais il ne faudrait pas en conclure que leur inspirateur laissait mourir son art dans un chaos improductif. Jamais Franz ne composa avec autant d'ardeur qu'entre 1818 et 1820, années qui marquèrent l'apogée des Schubertiades. Bien plus, de ces joyeuses réunions naquit parfois un chef-d'œuvre. Ainsi, un dimanche de printemps que Franz et ses amis se promenaient dans la campagne viennoise. Comme j'aime ce village de Währing, sans l'odeur des bois. C'est un parfum si fort et si tendre qu'il est à lui seul un décor. Tout est calme, détente, solitude. Tu aimes la solitude? Toi? Toi qui ne te plais qu'au milieu de tes amis? Joseph, l'homme est toujours seul, quoi qu'il fasse. Même lorsqu'il fuit sa solitude et se réfugie dans la foule. Voilà encore l'un de tes célèbres accès de mélancolie. Quel étrange garçon tu fais. Tiens, une auberge. Et une parole. N'est-ce pas notre ami Tidze qui est attablé, le nez dans un livre? Mais oui, c'est lui. Hé, Tidze! Que fais-tu avec ce livre? Je lis. Et je lis même de bien jolis vers. C'est de la poésie? Montre, veux-tu? Mais c'est ravissant. Je vais y mettre de la musique. Dans la nuit, mon chant implore, ne l'entends-tu pas? L'autre aussi dit qu'il t'adore, mais ne le crois pas. Dans les arbres, le vent même prend une autre voix, prend une autre voix. Il te dit, si ton cœur m'aime, de venir vers moi, de venir vers moi. Oui, c'était la sérénade dont Schubert venait de trouver l'inspiration à la terrasse d'une humble auberge de campagne. On commençait à connaître à Vienne le nom de Schubert. En 1819, Vogel offre à Schubert une tournée de concerts en Haute-Silésie. Les voilà partis tous les deux, et Franz s'enthousiasme. Mais ce ne sont là que succès éphémères. Le pauvre Schubert ne saura jamais les exploiter. Il a rarement plus de 5 florins en poche, et s'il n'habitait chez l'un ou l'autre de ses amis, il n'aurait pas même de toit. Mais il poursuit un rêve intime, imposer son nom par un succès au théâtre. Et la conjoncture lui paraît d'autant plus favorable que cette année 1821 marque l'apogée de la querelle entre partisans de l'opéra italien et tenants de l'opéra allemand. La musique de Schubert, si fraîche, si limpide, ne pourrait-elle mettre tout le monde d'accord? Mais le théâtre fermera toujours obstinément ses portes à Schubert. Heureusement, le sort lui réserve un autre tremplin vers la renommée. C'est en 1822 que Schubert compose son immortelle symphonie en si mineur, dite symphonie inachevée. Un jour, j'appris qu'une pieuse vierge venait de mourir. Un cercle se forma autour de sa tombe, dans lequel passaient et repassaient des jeunes gens et des vieillards.
J'avais grand désir de me joindre à eux, mais seul un miracle permet d'être introduit dans le cercle. Alors, je m'avançais à pas lents, le regard baissé vers la tombe, et avant même que j'aie eu le temps d'y penser, je me trouvais dans le cercle, d'où se fit entendre un son merveilleux, et je me sentis pénétré d'une éternelle félicité. Cette symphonie, qui cristallisait ses rêves, s'arrête après le deuxième mouvement, d'où son surnom d'inachevé, sans qu'on ait jamais su pourquoi. Peut-être parce que le songe du musicien se dissipa brusquement. Cette même année 1822, Schubert compose 8 variations à 4 mains dont il fait hommage à Beethoven, l'un de ses dieux. Le maître jette les yeux sur l'œuvre que lui remet Karl, son neveu, et s'enthousiasme aussitôt. Je ne connais pas le jeune Schubert, mais je suis sûr qu'il me dépassera un jour. Dans ce Schubert, il y a vraiment une étincelle divine. Karl, assieds-toi près de moi, au piano. Nous allons jouer ces variations. « 1823, la santé de Schubert s'altère brusquement. Les rêves roses et tendres se nuancent de gris. Profonde aspiration vers l'inconnu divin, vous serez satisfaite dans un monde meilleur. Ne puis-je donc, par la toute-puissance du rêve, franchir l'espace sombre qui nous en sépare? La douleur aiguise l'intelligence et fortifie l'âme. Mes œuvres sont les enfants de mon intelligence et de ma douleur. C'est pourtant cette même année 1823 que cette émotion fraîche et délicate, que ce frisson printanier qui parfume la partition de la belle meunière jailliront de l'inspiration de Franz. C'est presque par hasard que cette inspiration naîtra. L'autre jour, en attendant chez lui mon ami le chanteur Rand Artiger, j'ai trouvé un livre de poèmes. Je l'ai feuilleté d'un geste machinal. Je ne pouvais plus détacher mon regard des vers charmants qui dansaient sous mes yeux. J'entendais le bruit d'un ruisseau sortant d'une source rocheuse au fond de la vallée. Le bruit résonnait si frais et si clair. Du coup, j'ai oublié Rand Artiger. J'ai pris le volume sous mon bras et je me suis enfui jusque chez moi. Il me fallait libérer au plus vite le chant que j'entendais dans ma tête. Un clair ruisseau brisait ses eaux aux pentes des hauteurs. J'ai dû parmi les frais aux eaux le suivre au val des fleurs. À peine puis-je dire comment cela s'est fait. Les cieux semblaient sourire et l'onde m'attirait.
Les cieux semblaient sourire et l'onde m'attirait. Et j'ai, sans quitter les rives, suivi le ruisseau plus bas. Les eaux étaient plus vives, plus claires à chaque pas. Les eaux étaient plus vives, plus claires à chaque pas. Mais en même temps, Schubert, reprenant son rêve de théâtre, travaillait à la partition de son opéra comique Rosamonde. Enfin, le grand jour arriva. Mon cher Joseph, cette lettre pour te donner de mes nouvelles. Hier, 20 décembre, a eu lieu la première de ma Rosamonde. Hélas, je crains bien que ce n'ait été aussi la dernière. Il se trompait de bien peu, l'infortuné Schubert. Trahi par son livret, Rosamonde n'eut que 2 représentations. 1824. Schubert, dont la santé et les ressources sont de plus en plus précaires, accepte de retourner passer l'été à Zélech, chez le comte Esterhazy. Il revoit Caroline. J'ai revu Caroline. Mais son sourire n'était pas celui des jours heureux. Son regard fuyait le mien. Elle écoutait mes leçons d'un cœur distrait et froid. Pourquoi n'ai-je pas osé lui parler jadis? Mais elle aurait peut-être ri. Pourra-t-on jamais aimer un Franz Schubert? Il ne rapportera de son voyage que de nouvelles œuvres, dont un divertissement à la hongroise et ce quatuor en la mineur qui est peut-être son meilleur ouvrage de musique de chambre. Le temps s'écoule, l'argent manque de plus en plus. En cette année 1826, Schubert se consolait de ses échecs matériels en composant de nouveaux chefs-d'œuvre. Le quatuor en ré mineur, les variations sur la jeune fille et la mort, le trio en si bémol que Schubert exécuta lors d'une soirée mémorable en l'honneur de Joseph qui allait se marier. Cette soirée est la dernière des Schubertiades.
Entraîné par le courant de la vie, ses amis le quittent l'un après l'autre. L'inspiration de Schubert prend un ton nouveau. La vie est comme un long voyage qui s'achève en hiver. La tempête entoure le voyageur. Parfois, elle s'apaise et le voyageur croit qu'il va retrouver le printemps. Mais il n'y a plus de printemps pour celui qui a connu l'hiver. Le voyage d'hiver est une pierre de plus à l'édifice de sa gloire. Schubert allait consacrer la dernière année de sa vie à travailler encore. Dans sa chambre dénudée, sans feu et presque sans nourriture, Schubert écrivait une musique que Vienne adoptait aussitôt. Ainsi, ces délicieux moments musicaux dont le charme contrastait si fort avec l'ambiance dans laquelle ils avaient été composés. Obstinément, il restait dans l'ombre, alors que sa musique éclatait au soleil du succès. Ses amis firent un dernier effort pour faire cesser ce cruel paradoxe. Franz, j'ai une idée. Tu vas donner un concert de tes œuvres. Je n'oserais jamais. Il y a quelque chose de déplorablement vaniteux à exposer soi-même son œuvre. On a l'air d'un montreur d'ours. Mais ne comprends-tu pas que c'est le seul moyen de forcer la porte des éditeurs, de sortir enfin de ta misère? Je m'y plais dans ma misère. Elle m'assure une richesse suprême, l'indépendance. D'ailleurs, je suis bien tranquille. Si je donne un concert, il n'y aura personne pour venir écouter la musique de Schubert. Il y eut foule, des bravos sans fin, des rappels. C'était la gloire, enfin. Franz, c'est merveilleux. Tout frais payé, il te reste encore 800 florins. De quoi vivre toute une année tranquille. Non, Joseph. De quoi acheter un piano. Et que mangeras-tu alors? Ton piano? Comprends-moi, Joseph. Ce sera le premier piano que j'aurai possédé dans toute ma vie. Je donnerai un autre concert l'an prochain, et je mangerai l'an prochain. Voilà tout. Il n'allait pas y avoir d'an prochain pour Franz Schubert. Cette vie tendre, sensible, impulsive, allait s'arrêter en cette année 1828. Le 19 novembre, à 3 heures de l'après-midi, il appelle son vieux père et son frère Ferdinand, qui ne le quittaient pas depuis plusieurs jours. Ferdinand, promets-moi une chose. Toute ma vie, j'ai vécu dans le culte de Beethoven. Je veux reposer près de lui. Promets-moi. Promets-moi.
au cimetière central de Vienne, sur 4 tombes, proches les unes des autres, comme si l'éternité avait voulu les confondre dans un même souvenir, on peut lire 4 noms. Gluck, Mozart, Beethoven, Schubert.